Bonjour, dans ce nouveau vidéo, on va se pencher sur le Paxlovid, qui est le dernier traitement à être approuvé dans de nombreux pays et qui est également clairement à présentement le traitement le plus efficace contre la COVID euh, 19, en tout cas le traitement antiviral le plus efficace contre la COVID-19. Donc j'inclus pas dans cette déclaration évidemment les anti-inflammatoires qui sont là pour limiter les complications de l'infection et empêcher les décès et qui sont également efficaces. Alors le Paxlovid, comme on le verra, c'est un médicament qui est en réalité composé de deux molécules. Premièrement, le nirmatrelvir, qui a été développé par la compagnie Pfizer et qui cible directement une des protéines du virus, une enzyme du virus. Et donc cette molécule, c'est elle qui porte en quelque sorte l'activité antivirale du médicament. Et une autre molécule qui s'appelle le ritonavir, qui a été développé par une autre compagnie. Et le ritonavir, alors ça peut être un petit peu mêlant. Le ritonavir est lui-même un antiviral qui est utilisé notamment contre le VIH, mais il a une autre particularité très intéressante, c'est qu'il inhibe une protéine cellulaire qui a tendance à dégrader de nombreux médicaments différents. Et donc le ritonavir, on utilise essentiellement cette deuxième activité, c'est-à-dire qu'il est présent dans cette combinaison pour augmenter la durée de vie et la durée d'efficacité du nirmatrelvir et non pas pour ses propres activités antivirales qui sont de toute façon inopérantes contre la COVID-19. Alors, quelques informations concernant le Paxlovid. Donc, il a été développé essentiellement aux États-Unis. Il a été testé dans une multitude de pays. Et la première demande d'autorisation, à ma connaissance, a été faite aux États-Unis, donc auprès des autorités américaines, c'est-à-dire la FDA, Food and Drug Administration. La demande a été faite en novembre 2021. Elle a été accordée en décembre 2021. Donc, comme je l'ai dit, le Paxlovid comprend premièrement le nirmatrelvir, qui est un inhibiteur de la protéase virale. Cette protéase s'appelle NSP5, on l'appelle également souvent 3CL-Pro, et j'expliquerai dans une diapo suivante l'utilité de cette protéase pour le virus. Et donc deuxièmement, le ritonavir qui, en plus d'être un inhibiteur de la protéase d'un autre virus, c'est-à-dire un inhibiteur de la protéase du VIH, est, ce qui nous intéresse ici, un inhibiteur du cytochrome P450-3A4. Et donc le ritonavir va, encore une fois, empêcher ce cytochrome P450 de dégrader le nirmatrelvir. De façon très utile, le Paxlovid est administré oralement. C'était également le cas de l'autre antiviral approuvé il y a quelques mois, c'est-à-dire le Molnupiravir. Et évidemment, quand un médicament est disponible oralement, ça facilite beaucoup son utilisation. Il n'y a pas besoin de personnel médical pour effectuer des injections et donc le médicament peut être distribué facilement en pharmacie. Le Paxlovid a été développé dans l'optique de traiter les gens en début d'infection. Alors là, on a évidemment bénéficié de toutes les connaissances acquises depuis le début de la pandémie et puis en particulier de l'expérience acquise avec le remdesivir et d'autres antiviraux. On sait maintenant très bien que le virus est présent généralement pendant quelques jours chez les patients dans sa forme active, réplicative,
arrive. Okay? Et c'est à ce stade qu'il convient d'agir si l'on veut empêcher que le patient vive par la suite des effets secondaires, quand bien même le virus n'est plus beaucoup présent ou même n'est plus présent du tout dans l'organisme. Donc le développement maintenant de cet antiviral et puis essentiellement de tous les antiviraux contre la Covid-19, c'est qu'on va chercher à traiter les gens vraiment dans les premiers jours suivant l'apparition de symptômes, et on va se concentrer sur les patients qui sont à risque plus élevé de développer des complications. Okay? Alors, typiquement, ces patients-là, ce sont des patients qui ont des comorbidités, par exemple de l'immunodépression, du diabète, des maladies respiratoires, des épisodes passés de cancer, des traitements contre le cancer. Donc tous ces patients-là, on le sait maintenant très bien, sont plus à risque de développer des complications. Ce sont chez ces patients qui va être le plus aisé d'analyser l'efficacité d'un antiviral, et c'est exactement ce qui a été fait pour le Paxlovid. Et puisque le Paxlovid a été testé cliniquement chez ce type de patients, donc des patients à risque élevé de développer des complications, et bien évidemment, par voie de conséquence, le médicament a ensuite été autorisé pour être utilisé chez ce type de patients et non pas chez tous les patients COVID-19. Quand bien même, évidemment, un gouvernement pourrait décider d'autoriser un médicament pour une application plus large que ce qui est proposé par la compagnie elle-même. C'est ce genre de choses peut arriver, on l'a vu notamment justement pour des vaccins COVID-19. Donc, dernier point qui est intéressant, c'est que la molécule active dans le Paxlovid, donc le nirmatrelvir, en réalité a été développée à partir d'une autre molécule qui avait été conçue pour inhiber d'autres coronavirus. En réalité, c'était des coronavirus de félins. Car les chats domestiques en particulier sont également fréquemment sujets à des infections de coronavirus, là en plus de la Covid-19, là je parle d'autres coronavirus, et souvent malheureusement ils décèdent de ces infections, et donc il y avait eu des efforts de fait avant Covid pour développer des molécules pour tenter d'en arriver à des traitements chez ces animaux domestiques. Et donc on est parti d'une de ces autres molécules, on l'a transformée un petit peu pour en arriver au nirmatrelvir. Et là où c'est intéressant, c'est que les coronavirus de chat que j'évoquais, ils appartiennent à une autre famille de coronavirus que celle dans laquelle est la Covid-19. Alors, ce qui est possible, c'est que ce nouvel antiviral va peut-être être actif non seulement contre la Covid-19, mais également contre de futurs coronavirus qui pourraient provoquer donc d'autres épidémies dans l'espèce humaine à l'avenir. Évidemment, ça restera à être testé. Donc, quel est le mécanisme d'action du Paxlovid? Alors, comme je l'ai dit, elle cible la molécule cible la protéase 3CL-Pro, qu'on appelle également NSP5. Okay? Alors, je vais rappeler un petit peu le cycle de vie du coronavirus SARS-CoV-2 en pointant du doigt un petit peu à quel moment est-ce que la molécule va agir. Donc ici on a une entrée du virus dans la cellule. Et donc ça se fait par un mécanisme qu'on appelle l'endocytose. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais passer assez vite. Au final, les contenus du virus va être libéré dans le cytoplasme de la cellule, et l'ARN viral qui rentre dans la cellule va être pris en charge par des ribosomes qui vont aller synthétiser des protéines virales, donc à partir de l'ARN viral. Ça va se faire au niveau du réticulum endoplasmique de la cellule. C'est là où la synthèse des protéines se fait généralement dans une cellule. Donc les protéines qui vont être
synthétisées, on appelle ça la traduction, vont en fait être des polyprotéines, c'est-à-dire qu'elles vont contenir plusieurs protéines en une seule polyprotéine. Mais évidemment, pour que ces protéines soient actives, il faut qu'elles soient libérées à partir de cette polyprotéine qu'on appelle un précurseur. Cette libération, elle va se faire par en fait des coupures dans cette polyprotéine, et ce sont ces coupures qui sont réalisées par la NSP5. Okay. Donc avec les coupures, on va aboutir aux protéines actives qu'on appelle les protéines matures, et c'est donc cette étape de clivage du précurseur polyprotéique qui est inhibée par le nirmatrelvir. Et juste pour continuer à mettre les choses en contexte, la suite des choses, normalement, pour le virus, c'est que parmi les protéines qui sont produites ici, eh bien, il va se trouver toutes les enzymes qui s'occupent de copier l'ARN génomique et puis aussi de transcrire l'ARN génomique pour produire d'autres ARN messagers visant à la production des protéines de structure du virus. Okay. Et ce copiage de l'ARN génomique, qu'on appelle donc la transcription, ça c'est inhibé par le molnupiravir, okay, dont je parlais dans une autre vidéo, et puis le remdesivir, qui cible donc tous les deux l'ARN polymérase. Okay. Et comme on le sait, bon, le molnupiravir, il est approuvé, mais il s'est révélé un petit peu décevant au niveau de son efficacité. Le remdesivir, lui, il a été approuvé depuis maintenant plus d'un an, ou même un an et demi, et de plus en plus le remdesivir a été complètement abandonné, parce que, écoutez, dès le départ on savait que le remdesivir n'était pas très efficace, et effectivement ça a été confirmé. Alors d'autres traitements plus efficaces ont été développés, et donc on a vraiment abandonné cette molécule, et même l'OMS a finalement annulé sa recommandation même d'utiliser ce médicament. Alors, quelques résultats du premier essai clinique qui a été publié très récemment, et quand je dis très récemment, en réalité, j'enregistre cette vidéo le 17 février et l'article est sorti littéralement hier. Dans cette étude qui provient de scientifiques de Pfizer en collaboration avec des scientifiques académiques, on a impliqué 1000 patients Covid qu'on a traités au maximum 5 jours après le début des symptômes. Et on a eu un groupe à peu près similaire de environ 1000 patients qui ont été traités avec un placebo. Okay. Ce genre d'essai clinique généralement se fait en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il reçoit un placebo ou le médicament, et le docteur qui administre la molécule lui-même ne sait pas s'il administre le placebo ou le médicament. Okay. Donc de façon plus précise, on avait 1039 personnes qui ont reçu le Paxlovid, et puis 1046 qui ont reçu le placebo. Et ce qu'on fait ensuite, c'est que on a gardé ces patients en observation pendant 4 semaines, donc 28 jours après le début des symptômes, et on a évidemment posé la question de combien parmi ces patients ont dû aller à l'hôpital et combien sont décédés. Okay. Donc, ce qu'on a ici, c'est une courbe qui montre en quelque sorte le nombre d'événements de complications, c'est-à-dire d'admission à l'hôpital ou de décès dans le groupe placebo versus donc le groupe de patients qui a été traité. Et à la fin des 4 semaines d'observation, bon, premièrement, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence importante entre les deux groupes, mais de façon plus précise, on a eu 8 événements d'hospitalisation
chez les patients traités, avec 0 décès, et puis 66 événements incluant en majorité des hospitalisations ainsi que quelques décès chez les personnes qui avaient reçu le placebo. La différence entre les deux, c'est à peu près un 8 à 9 fois de diminution du risque donc de complications menant à une hospitalisation. Okay. Et donc c'est un résultat d'essai clinique qui est vraiment assez clair au niveau d'efficacité, au niveau du pouvoir statistique. Par comparaison, je vous renvoie aux résultats d'essais cliniques pour le Remdesivir. Okay, j'avais fait une vidéo là-dessus en 2020 et on voyait bien que l'efficacité était très petite par rapport à ce qu'on voit ici. Donc, qu'en est-il du Paxlovid pour ce qui est du Canada? Le médicament a été approuvé le 17 janvier 2022. À noter qu'il a également été approuvé en Chine, dans l'Union européenne et dans bien d'autres pays. Encore une fois, il est pour le moment en tout cas réservé aux personnes à risque et en particulier les immunodéprimés. C'est-à-dire que parmi les personnes ayant des comorbidités, les autorités canadiennes et québécoises en réalité ont décidé de favoriser donc ce sous-groupe de personnes à risque qui sont donc les personnes immunodéprimées. Comme souvent, on a relativement peu d'informations malheureusement sur le niveau d'utilisation de ces médicaments, mais il semble qu'ils soient encore peu utilisés pour le moment. Il semble qu'il y ait des stratégies gouvernementales de vraiment faire des stocks de ce médicament, de l'administrer au compte-gouttes à des patients sélectionnés. Et la majorité des prescriptions se font dans des cliniques spécialisées dans les traitements des patients Covid, okay, et non pas par des médecins de famille par exemple. Cependant, des études qui ont été faites depuis sa commercialisation, c'est-à-dire depuis son approbation, confirment que dans la vraie vie, sa supériorité, son efficacité est supérieure donc, par rapport aux traitements qui étaient disponibles jusqu'à présent. Okay. Donc, bon, je vous renvoie à ces articles qui peuvent être facilement trouvés si vous voulez en savoir plus. Au final, le Paxlovid est un médicament prometteur. Ce sera évidemment pas ce qu'on appelle une balle magique. Okay, c'est pas un médicament qui peut à lui seul mettre fin à une pandémie, mais c'est clairement un médicament qui va permettre de diminuer les risques que des gens soient hospitalisés, et donc ça va aider le système de santé au Québec et ailleurs à ne pas être dans le fond débordé de patients en cas de nouvelles vagues sérieuses. Donc là évidemment on est en train de sortir complètement de la vague Omicron, alors il n'y a pas d'urgence immédiate contre laquelle ce médicament serait vraiment indispensable, mais on sait que il pourrait y avoir une nouvelle vague dans le futur, et évidemment il pourrait y avoir de nouvelles pandémies à coronavirus dans un futur un peu plus lointain. Donc clairement c'est un médicament qui va être utile dans la pharmacopée antivirale. Merci beaucoup.